Bonsoir mes amis, on approche des 3 ans de la chaîne Praxis et Psyché et je tenais à vous proposer une vidéo qui dévoile la raison d'être de ce nom Praxis et Psyché et tout ce qui le renferme. Dans ce voyage, on va explorer comment la psyché, c'est-à-dire notre monde intérieur, et la praxis, qui désigne la mise en pratique de nos idées et de nos valeurs au service du collectif, interagissent dans une dynamique de changement collectif et d'épanouissement personnel. On commencera par définir précisément la psyché et ses différentes approches, puis on présentera la notion de praxis telle qu'elle a été développée par divers penseurs, de la philosophie antique au marxisme. Ensuite, après avoir présenté la dialectique hegélienne, nous verrons comment son concept indispensable de dépassement incarne le mouvement même de l'évolution de notre psyché. Évolution de notre psyché induite par ces oppositions internes qui auront au préalable été mises en lumière par la praxis, c'est-à-dire par nos propres actions sur notre environnement. Nous pourrons alors expliquer comment la psyché entretient la praxis, et inversement, comment la praxis joue un rôle clé en éclairant notre psyché dans son évolution. Enfin, nous arriverons au bout de cette traversée en présentant le résultat engendré par ce processus dialectique, à savoir la psyché aboutie, qui, comme on le verra, émergera de ces cycles dialectiques et de ces dépassements successifs. Ces concepts de psyché et de praxis ont leur importance face aux crises contemporaines, économiques, sociales, mais aussi face aux questionnements existentiels qui nous touchent tous dans notre intimité. Apprendre à cerner le fonctionnement de notre monde intérieur et apprendre à agir dans notre environnement de manière concrète et réfléchie est un enjeu décisif, non seulement pour notre épanouissement personnel, mais aussi pour notre capacité à contribuer positivement à la société. Ce soir, c'est donc une invitation à un cheminement que je vous propose. Un cheminement vers une compréhension plus fine de la psyché, à la lumière de la praxis, et de leur rencontre dans un processus dialectique porteur de transformation. Quels que soient vos projets, quelles que soient vos aspirations ou votre parcours, quelles que soient vos craintes, ce dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'individu que vous êtes et le collectif qui vous entoure, peut vous aider à faire en sorte que vos actions reflètent vos convictions et à faire de chaque étape de votre parcours un tremplin vers plus d'équilibre, plus de sens et plus de conscience. Cette vidéo est en quelque sorte un témoignage personnel. Je souhaite partager avec vous un tournant récent et important, celui d'avoir trouvé mon utilité dans cette société. En comprenant et en tirant parti de mon vécu, aussi en faisant des choix difficiles mais que j'estime courageux, j'ai compris qu'avant de chercher le bonheur, il était crucial de trouver comment être utile aux autres. La psyché, terme englobant les processus psychiques, mentaux et émotionnels, désigne l'ensemble des pensées, émotions, désirs, souvenirs et traits de personnalité d'un individu. À la base, le mot grec psyché signifie souffle, vie ou âme, illustrant la force vitale inhérente à chaque personne. Dans le domaine de la psychanalyse, Sigmund Freud divise la psyché en 3 parties. Le ça, source des pulsions instinctives, le moi, qui tente de concilier ses pulsions avec le monde extérieur, et le surmoi, représentant les normes sociales et morales intériorisées. Cette structure, qu'on appelle la deuxième topique freudienne, aide à comprendre les interactions des processus, inconscients et conscients, affectant notre comportement et notre développement. D'autres théoriciens, comme Carl Gustav Jung, offrent des perspectives complémentaires, mettant notamment en lumière l'inconscient collectif, qui ferait partie de l'héritage commun de l'humanité et qui se manifesterait à travers des archétypes. La psyché est avant tout un système dynamique en constante évolution, influencé par des conflits internes qui génèrent des tensions. Ces tensions peuvent ensuite motiver des actions visant à résoudre les conflits. Le conflit entre la libido et la crainte du refus de la part d'une personne qui nous attire est un exemple classique. Ce conflit induit une frustration et quand il devient conscient, il peut nous pousser à entreprendre des actions concrètes et efficaces pour le résoudre, comme tenter un rapprochement. Ce processus de résolution du conflit par l'action renforce notre conscience de soi et nous libère des regrets futurs, démontrant ainsi que l'importance réside davantage dans l'action elle-même que dans le résultat obtenu. Le système politique et les modes de production d'une société, c'est-à-dire comment les ressources et les relations économiques sont organisées, façonnent profondément notre psyché.
Ils influencent notre manière de percevoir, de désirer et d'agir via des canaux tels que le travail, la consommation, les médias et les réseaux sociaux. Ces structures peuvent promouvoir une culture axée sur le paraître, la performance, la propriété et la possession. Reconnaître l'impact de ces influences nous aide à distinguer ce qui nous appartient véritablement de ce qui est modelé par notre environnement, facilitant ainsi une vie plus authentique. En examinant comment ces structures politiques et économiques interagissent avec notre vie intérieure et en nous engageant dans une introspection profonde, une démarche que cette chaîne soutient activement, nous clarifions nos buts et nos valeurs, alignant ainsi nos actions futures avec notre essence véritable. La psyché, telle une boussole intérieure, oriente nos choix et notre croissance personnelle, mais à condition d'apprendre à l'écouter et à comprendre les conflits internes qui la traversent. Plus tard dans cette vidéo, nous allons voir que cette exploration approfondie de notre psyché initie un processus de transformation personnelle durable, nous permettant de nous transcender et d'avancer sur le chemin de la réalisation de soi. La praxis est un terme qui désigne l'application pratique de la théorie. En philosophie, notamment chez les penseurs comme Aristote, Karl Marx et bien d'autres, la praxis est vue comme une activité guidée par la réflexion et orientée vers une transformation concrète. C'est le processus par lequel une théorie, une leçon ou une compétence est mise en œuvre dans le monde réel, souvent dans le but de provoquer un changement ou d'améliorer des situations. La praxis diffère de la théorie pure, en ce sens qu'elle englobe non seulement la compréhension, mais aussi l'action. Chez Marx, la praxis prend une dimension historique et sociale. Pour lui, l'homme se définit par son activité révolutionnaire, qui vise non seulement à comprendre le monde, mais aussi à le changer. L'objectif n'est plus seulement de contempler ou d'interpréter le réel, mais de le transformer. Michel Clouscar, un philosophe marxiste français, a quant à lui utilisé ce concept de praxis pour analyser comment les structures économiques et sociales influencent et déterminent les comportements individuels et collectifs, et ceci dans le cadre du capitalisme. Il a développé une critique de ce qu'il appelait le capitalisme de la séduction, où le marché exploite les désirs individuels pour les transformer en outils de consommation de masse. Pour Clouscar, la praxis ne se limite donc pas à l'application pratique de la théorie, mais implique également une dimension critique, visant à révéler et à contester les rouages du capitalisme. On retrouve également des idées proches de ce qu'on appelle la praxis dans des mouvements associatifs qui insistent sur le passage à l'action pour transformer la société. Loin de se contenter d'élaborer des projets ou des réflexions théoriques, ces associations prônent une participation active, qu'il s'agisse de bénévolat, d'initiatives citoyennes, de militantisme sur le terrain ou de mobilisation dans l'espace public. L'idée motivant cet engagement est qu'il ne suffit pas de croire, ni de lire ou d'écrire des livres. Il faut aussi et surtout agir. L'engagement ne doit pas non plus s'arrêter dès la première difficulté rencontrée. Il doit s'inscrire dans la durée. Ainsi, la praxis n'apparaît pas comme un slogan, mais comme un engagement concret, quelle que soit l'ampleur du projet ou quel que soit l'obstacle à surmonter. La force transformatrice de la praxis ne réside donc pas uniquement dans son contenu idéologique, mais aussi dans la persévérance et dans la détermination à concrétiser durablement ses plans et ses idées. La praxis a également une dimension réflexive importante. Chaque action doit être accompagnée d'une évaluation continue des méthodes et des intentions pour s'assurer que les actions restent alignées avec les valeurs et les objectifs initiaux. Cette réflexivité est cruciale dans les luttes politiques, dans les projets associatifs et même dans les démarches personnelles. Au fil des étapes, on analyse ce qui fonctionne ou non. On réadapte son approche, on s'informe de nouvelles méthodes, on cherche d'autres solutions et surtout on s'assure que le chemin emprunté reste en phase avec nos motivations profondes. La praxis est donc un processus dynamique et interactif qui lie théorie et pratique. Elle requiert aussi une vigilance constante pour maintenir l'alignement entre les idéaux et leur réalisation, pour que l'action ne devienne pas un exercice stérile ou dogmatique, et pour qu'elle reste bien un levier de changement réel, de développement personnel et collectif. À ce stade de notre exploration, nous avons défini les notions de psyché et de praxis.
Notre psyché, un ensemble dynamique de processus mentaux et émotionnels, évolue et se transforme sous l'effet de ces conflits internes, motivés par des influences extérieures. La praxis, quant à elle, incarne l'application pratique de nos théories et de nos idées. C'est notre action durable dans le réel qui vise à transformer notre environnement. Nous allons maintenant comprendre comment la psyché et la praxis s'entretiennent mutuellement et saisir comment la psyché progresse dans son développement à travers la praxis. Mais pour expliquer cette interaction, nous devons au préalable nous pencher sur la dialectique hegelienne et rappeler ce qu'implique sa notion de dépassement. La dialectique hegelienne repose sur l'idée que tout système, qu'il s'agisse d'un être vivant, d'une idée, d'un concept ou même de la conscience, est composé d'éléments qui entrent en conflit les uns avec les autres. Ces contradictions internes montrent les limites de l'état actuel du système, tout en traçant le chemin de son évolution future. La résolution de ces conflits entre ces éléments internes, entre une thèse et une antithèse, est indispensable pour atténuer la tension induite par la contradiction et pour permettre au système de continuer à se développer. Cette opposition entre les éléments internes au système ne mène pas forcément à l'élimination de l'un des éléments par l'autre de manière simpliste. Au contraire, cette opposition interne conduit à une recomposition plus élevée, la synthèse. Cette synthèse est la marque d'un état supérieur du système, un état amélioré par rapport au précédent, intégrant et dépassant les contradictions antérieures. Dans son nouvel état plus abouti, le système résout le conflit en conservant certains éléments valables de l'état initial tout en supprimant d'autres. Ce processus de résolution du conflit qui mène à un état amélioré du système allie conservation et suppression. En allemand, ce processus est appelé Aufhebung, souvent traduit en français par dépassement. Pour bien comprendre et pour illustrer la dialectique hegelienne, prenons l'exemple d'un rapport qui a été rédigé. Ce rapport, dans sa version initiale, contient des défauts, des discordances, des contradictions internes, qui sont souvent inaperçues jusqu'à ce qu'elles soient mises en lumière par un regard extérieur, comme celui d'un vérificateur. Ces contradictions servent de moteur au développement du rapport. En effet, pour rester viable et aussi pour déployer tout son potentiel, le rapport doit résoudre ces contradictions mises en lumière par le regard extérieur en conservant certains éléments tout en supprimant d'autres. La version révisée du rapport, version de meilleure qualité ayant résolu ces contradictions, est alors soumise à un nouveau regard critique extérieur qui fera ressortir de nouvelles contradictions, propulsant ainsi le développement continu du rapport. Chaque cycle de révision permet de déployer davantage le potentiel initial du rapport, grâce à la mise en lumière de ces contradictions par l'analyse critique extérieure. Hegel démontre ainsi que les contradictions internes, révélées par des influences extérieures et par les murs du réel, ne sont pas de simples obstacles. Au contraire, ces contradictions sont le moteur même du développement du système. Quand les contradictions internes sont exposées et intensifiées par le monde extérieur, elles stimulent le mouvement dialectique, favorisant l'émergence d'un nouvel état plus abouti du système. Les conflits et les oppositions ne sont donc pas perçus comme des impasses, mais plutôt comme des médiations essentielles au progrès et à la transformation. La dialectique hegelienne est donc un processus continu, souvent représenté sous la forme d'une spirale, où chaque nouvel état amélioré du système devient à son tour le terrain de nouvelles contradictions internes. Ce processus illustre que la résolution d'une contradiction en engendre souvent une autre, propulsant ainsi tout le système, qu'il s'agisse d'une pensée, de la conscience, d'un rapport ou même d'un embryon, à franchir des niveaux de complexité croissants dans le cadre de son développement. Voici un exemple de dialectique hegelienne, historique cette fois-ci. Karl Marx découvre que la dialectique hegelienne s'applique aussi aux rapports sociaux et économiques, en affirmant que l'histoire, avec un grand H, est principalement animée par la lutte des classes. Pour Marx, la contradiction fondamentale réside dans l'opposition entre les classes possédantes, qui détiennent les moyens de production, et les classes laborieuses, qui ne possèdent que leur force de travail pour subsister. Chaque contradiction au sein des structures sociales engendre alors des tensions et des conflits qui agissent comme moteur du changement historique.
En résolvant ces contradictions, via des révolutions ou des réformes, on parvient à un dépassement. Ce dépassement conduit à une nouvelle organisation sociale et économique, où chaque étape résout les conflits de l'étape précédente et pose les bases pour les futurs conflits et transformations. Selon Marx, ces successifs dépassements sont supposés mener, en bout de ligne, à une société sans classe, caractérisée par l'abolition de la propriété privée des moyens de production, au profit d'une organisation plus égalitaire. Ainsi, toujours selon Marx, le processus dialectique pousse continuellement la société à se transformer, à se transcender vers une complexité accrue et une plus grande égalité. La dialectique hegelienne nous invite donc à considérer la contradiction non pas comme un obstacle ou un échec, mais comme le moteur même du développement, du dynamisme et de la créativité. Au lieu de négliger l'opposition, la démarche dialectique, via le dépassement, cherche à l'intégrer dans un ensemble plus vaste, à la sublimer afin de faire émerger un état supérieur de compréhension et de réalisation. La contradiction n'est pas un échec, mais la preuve qu'il reste à franchir un palier supplémentaire, à élargir la perspective ou à affiner la solution. Bien qu'elle puisse être désagréable par la tension qu'elle induit, la confrontation est donc une opportunité de croissance et non une limite infranchissable et définitive. Désormais, nous comprenons mieux les bases de la dialectique hegelienne. Elle montre que les contradictions internes à un système, révélées par des influences extérieures, servent de moteur à son développement. Avec cette compréhension du mouvement dialectique, nous sommes maintenant capables de saisir comment la psyché et la praxis s'entretiennent mutuellement dans ce mouvement. Nous allons aussi découvrir comment la psyché, notre monde intérieur, progresse dans son développement par la médiation indispensable de la praxis, c'est-à-dire par nos actions concrètes et durables dans le monde réel. Dès maintenant, je vous propose donc de suivre ensemble le parcours de la psyché dans son évolution en comprenant bien comment chaque action, chaque expérience et la connaissance de la psyché d'elle-même transforment notre structure psychique dans son développement. Pour faciliter la compréhension de ce sujet complexe, je commencerai par deux exemples personnels qui montrent comment des défis qui m'ont concerné dans le passé ont contribué à mon développement personnel. Ces éléments de ma jeune vie sont des exemples concrets de dépassement dans la progression de ma psyché. Ensuite, j'élargirai la perspective en explorant comment ce processus de dépassement s'applique de manière plus générale à l'évolution de la psyché par le biais de la praxis. Cette approche permettra de passer d'une perspective individuelle, la mienne, à une compréhension plus universelle du sujet. À mon entrée dans la vie adulte, j'ai été confronté à une crainte persistante du refus qui pesait sur moi. Malgré mon désir de me rapprocher des femmes que je côtoyais à l'époque et qui m'attiraient, la peur d'essuyer un refus de leur part ravivait en moi un conflit profond. Cette crainte du rejet, bien que difficile à surmonter, je l'avais clairement reconnue comme un obstacle conscient à devoir franchir pour concrétiser mes envies. Après quelques années d'hésitation et surtout de frustration que j'endurais, reconnaissant la nécessité de dépasser cette crainte pour évoluer, j'ai finalement décidé de l'affronter directement. J'ai pris l'initiative de me rapprocher des femmes, et ceci en dépit de ma peur. Cette démarche, qui pourtant pourrait paraître simple pour certains, représentait une étape significative pour moi. Cette étape incarnait ma volonté de surmonter mes appréhensions et de grandir. En surmontant activement ma crainte du refus, j'ai non seulement renforcé ma confiance en moi, mais cette peur a aussi progressivement perdu de son emprise. J'avais réussi à franchir cet obstacle et à aller au-delà de cette crainte, à laquelle finalement je n'accordais plus autant d'importance. Ce moment de ma vie est une illustration simple mais profonde de la manière dont le monde extérieur, à travers mes rencontres avec la gente féminine, peut révéler et accentuer un conflit interne, et comment, en le dépassant, nous progressons dans notre développement personnel. Après avoir franchi la première barrière de la crainte du refus, je me trouvais face à un nouvel obstacle. Je n'hésitais plus à me rapprocher des femmes, mais quand la relation débutait, au bout de quelques jours ou quelques semaines, elles me quittaient toutes. Les échecs relationnels s'enchaînaient pour moi. Au début, je blâmais les circonstances et les autres pour ces déceptions amoureuses, et je maudissais la vie qui semblait être une série d'injustices inexpliquées. Mes échecs relationnels avec les femmes et ma comparaison incessante avec mes amis qui semblaient épanouis renforçaient une frustration qui me rongeait de l'intérieur.
Mais l'accumulation de ces échecs, où chaque relation s'arrêtait net après quelques jours, agissait comme un miroir en me renvoyant à des conflits internes non résolus. Je veux dire par là que mes expériences douloureuses formaient les murs du réel, mettant en lumière des aspects de mon psychisme que je n'avais pas encore confrontés. La frustration et l'incompréhension atteignaient leur paroxysme. À l'aube de mes 26 ans, alors que je m'efforçais de m'épanouir en tant qu'homme adulte, je me sentais bridé dans mon envol, incapable de comprendre ou de surmonter ce qui l'entravait. Ça a été pour moi un moment de crise profonde qui m'obligea à regarder au-delà des rejets superficiels et à chercher plus profondément en moi les causes de ces échecs répétés. Dans cette phase douloureuse de frustration et d'incompréhension, notons que les échecs répétés dans le réel servaient à nouveau de révélateurs, me forçant à une introspection nécessaire pour déceler les causes profondes de mes difficultés relationnelles. Les murs du réel, de manière implacable, m'avaient poussé vers cette démarche introspective. Guidé par mon psychiatre durant mes séances de psychothérapie analytique de l'époque, je me lançais dans une exploration approfondie de mon passé amoureux et familial. Ce cadre thérapeutique sécurisé me permettait d'entrer dans une phase d'analyse et de connaissance de soi. Au fil des séances, j'ai commencé à comprendre les racines de mes échecs amoureux récurrents. Des attentes maternelles profondément ancrées et un désir intense d'affection platonique, qui détournait sans cesse mon attention de mes véritables besoins sexuels. De cette analyse, un élément surprenant émergea alors, et le voici. Je ne pensais même pas au sexe dans mes relations, tant cette idée me semblait secondaire. Cette situation révélait à quel point mes désirs véritables étaient voilés par un besoin désespéré d'affection et de sécurité émotionnelle, rappelant les attentes d'une relation mère-enfant. Cette dynamique plaçait inconsciemment les femmes que je rencontrais dans un rôle maternel qu'elles ne désiraient pas et qu'elles ne pouvaient pas remplir, ce qui naturellement contribuait à l'échec de ces relations. Prendre conscience et comprendre ces freins m'a permis de cerner mes motivations réelles et de commencer à rechercher des relations plus saines et satisfaisantes. Reconnaître ces attentes non exprimées qui opprimaient la relation plutôt que de la nourrir a été un tournant décisif sur le chemin de mon développement. J'ai finalement pu comprendre comment ces attentes inconscientes, dignes d'un enfant, sabotaient mes tentatives de construire une relation stable et équilibrée. Le défi pour moi a donc été de me libérer de ces attentes maternelles et de cette envie irrésistible d'affection, désormais conscientisée, qui entravait la satisfaction de ma libido et mon épanouissement en tant que jeune adulte. Mais un nouveau problème surgissait. Malgré cette prise de conscience, ces mêmes obstacles se manifestaient encore dans mes nouvelles relations. Les femmes s'en allaient toujours, mais désormais, et c'était là la grande différence, je comprenais les raisons de leur départ. Mon cœur souffrait parce que je m'attachais vite à elles, mais comprendre pourquoi elles me quittaient offrait un certain soulagement. Cette prise de conscience devenait une bouée de secours face à mes douleurs du cœur récurrentes. Armé de cette nouvelle compréhension, je continuais à rencontrer des femmes en enchaînant les débuts de relations. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure quand on parlait de praxis. Action durable dans le réel, être déterminé, il faut se battre, c'est essentiel dans ce processus. Et donc avec le temps et au fil des rencontres, ma conscience assimilait et mettait progressivement un stop à l'influence de ces attentes maternelles et de ces désirs d'affection platonique. Le conflit interne commençait alors à s'inverser. Ma libido reprenait le dessus, ravivant de réelles envies sexuelles. À partir de 26 ans, après de nombreuses tentatives, j'arrivais enfin à maintenir des relations stables en couple, en satisfaisant pleinement ma libido. Ce processus dialectique, oscillant entre connaissance de soi et action durable, entre introspection intime et engagement concret dans le monde réel, m'a permis d'atteindre un état psychique plus abouti. La résolution de ce conflit a marqué une étape cruciale dans mon développement personnel, démontrant comment une profonde compréhension intérieure, couplée à des actions durables et réfléchies, peut radicalement corriger notre trajectoire. Sur cette chaîne, je parle régulièrement des défis et des leçons tirées de cette période de ma vie, notamment dans mes vidéos sur le complexe d'Oedipe non résolu à l'âge adulte. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à visionner les diverses vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. D'autres conflits intérieurs seront ensuite mis en lumière et résolus sur le chemin de mon évolution. Je pourrais continuer ce soir à partager avec vous d'autres barrières et d'autres conflits que j'ai rencontrés et surmontés en observant la même alternance
entre introspection et action. Mais l'histoire de mon émancipation est déjà détaillée dans mon roman Le récit d'une émancipation, que j'ai écrit en 2016. Ce livre raconte sans filtre l'histoire de mon épanouissement personnel et le mouvement dialectique du développement de ma psyché à travers la praxis, que je vous présente ce soir. Ce livre narre en profondeur ma descente jusqu'au fond du trou et mon chemin vers l'épanouissement. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à découvrir mes livres. Je suis convaincu qu'ils pourraient aider certains d'entre vous. Mes livres sont disponibles à la vente et vous trouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Le lien de mon site internet est disponible dans la description ci-dessous. Après avoir surmonté d'autres barrières et conflits intérieurs, comme je vous l'ai mentionné précédemment, un nouveau désir a émergé en moi quelques années plus tard. Celui de partager mon expérience personnelle et les leçons tirées de mes batailles contre moi-même, face à mes contradictions internes. Mon but a été d'offrir à d'autres mon soutien, mon expérience et la bienveillance qui m'avait à moi-même manqué à l'époque. Une nouvelle idée a alors vu le jour, celle de créer ma propre chaîne YouTube, Praxis et Psyché, pour transmettre mes expériences et pour aider les autres à dépasser leurs propres conflits sur le chemin de leur évolution. Motivé par ce désir d'aider et de partager, je me suis lancé dans l'aventure de la création de contenu vidéo. J'ai investi dans le matériel nécessaire et j'ai aussi partagé ce projet avec un ami qui s'est montré enthousiaste à l'idée de démarrer ensemble cette belle aventure. C'est là qu'une appréhension profonde me submergea. Ce projet, aussi excitant soit-il, me confronta directement à ma timidité face caméra, un obstacle que je ne pouvais plus ignorer. Mais convaincu de l'importance de ce que nous avions à partager, il fut nécessaire à mes yeux de surmonter cette réticence. Vous savez, au début de cette chaîne, se présenter devant une caméra n'a pas été une épreuve facile pour moi. Comme toujours, une tension psychique émanait d'un conflit, celui entre mon désir de partager mon vécu et ma timidité à m'exposer publiquement, d'autant plus que je parlais de choses quand même très intimes. Mais au fond, le renforcement de cette tension m'a poussé à aller au-delà de cette limite. Je me tournais donc à nouveau vers moi-même, et ce frein devint pleinement conscient. J'avais déjà conscience de ma timidité, mais j'ai surtout réalisé combien je donnais d'importance à l'image de soi que j'affichais. Cette prise de conscience a été le point de départ d'une nouvelle progression chez moi. En comprenant et en me confrontant à cette peur, non seulement j'ai pu m'en libérer avec le temps et la pratique, mais j'ai également appris à toujours mieux me connaître et à développer de nouvelles compétences en communication et en expression orale. Chaque enregistrement et chaque publication sont alors devenus des occasions de vaincre mon appréhension et de la transformer en une force motrice pour mon projet. La concrétisation de mes aspirations m'a permis de réduire progressivement l'emprise de cette peur et de me libérer des chaînes de mon image de soi pour pleinement me concentrer sur la valeur et sur l'authenticité de ce que j'avais à offrir. Cette volonté de donner aux autres ce que j'aurais moi-même aimé recevoir quand j'étais au plus bas a été le moteur qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Chaque nouvelle vidéo est aussi devenue pour moi un pas de plus vers la résolution de conflits internes, pas de plus renforçant ma confiance en moi et affirmant mon engagement à aider les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces exemples sur mon évolution personnelle? La psyché est le berceau de nos représentations, de nos désirs et de nos aspirations les plus profondes. Qu'il s'agisse de projets personnels ou collectifs, il est essentiel de reconnaître que l'impulsion initiale émerge de ce système intérieur. Nos rêves et nos idées ne surgissent pas de nulle part. Ce sont en grande partie nos expériences passées, notre vécu, qui les font naître et les entretiennent. La société de consommation, et notamment par le biais du mimétisme, joue aussi un rôle dans l'entretien de nos rêves. Mais quand on explore l'origine de nos projets, on découvre qu'ils découlent souvent de ce qui nous a manqué dans le passé. Agir avec inspiration et authenticité nécessite donc une attention sincère à nos processus internes, mais aussi d'expérimenter. La connaissance de soi, combinée à l'expérimentation, c'est-à-dire à des actions réelles itératives, est donc cruciale pour s'engager in fine et durablement dans des projets et dans une voie véritablement alignée avec nos aspirations. Dit autrement, pour savoir ce qu'on désire, ça passe par savoir ce qu'on ne veut plus. Et pour savoir ce qu'on ne veut plus, il faut tester.
La connaissance de soi et l'expérimentation sont donc les deux composantes indispensables pour construire des repères fiables afin de savoir où employer notre énergie durablement dans le réel. Elle nous indique aussi comment employer cette énergie, c'est-à-dire comment agir de manière juste. Pour nous soulager de la frustration et du poids des désirs insatisfaits, connaissance de soi et expérimentation nous mènent inéluctablement à la concrétisation dans le réel de nos idées et de nos envies, à la praxis. Mais se lancer dans la praxis n'est pas sans défi. Je veux dire par là que l'examen sincère de nos motivations peut révéler des désirs qui remettent en question des habitudes ou qui exigent de sacrifier des relations. Le choix de se lancer peut donc être difficile à faire. A contrario, on peut aussi découvrir que des projets qu'on menait jusqu'à ce jour ne correspondent pas vraiment à nos valeurs, mais plutôt à des pressions externes ou à des réflexes acquis dans le passé et qui ne sont plus d'actualité. Mais ne vous en inquiétez pas, la tension ou l'insatisfaction ressentie face à une telle situation, professionnelle ou personnelle, agit comme un révélateur pour corriger notre trajectoire. En effet, loin d'être un problème, cette contradiction interne entre ce qu'on est réellement et ce qu'on vit actuellement devient un puissant moteur de changement. Cette contradiction, par la tension qu'elle génère, nous invite à quitter notre zone de confort, à prendre des risques et à adopter une démarche proactive, tout simplement à se prendre en main. Cette contradiction est une opportunité et non un poids qui nous affaisse. Après avoir clarifié ses propres valeurs et ses découvertes intérieures, il est temps maintenant de les traduire en objectifs concrets, en un plan d'action concis qu'il faudra suivre avec discipline et assiduité. Et ne comptez pas trop sur la motivation, parce qu'en général, elle ne dure pas. Il faudra peut-être aussi se former, chercher des ressources, se rapprocher de personnes ou de groupes partageant la même vision. Repensez par exemple à mon désir de créer cette chaîne afin de partager mon vécu. Comprenez aussi qu'il est important de mettre en application nos idées dans le réel, pour éviter de rester figé dans une contemplation abstraite et conceptuelle. Il ne s'agit plus simplement de réfléchir ou de débattre. Il faut agir concrètement et durablement. Et certainement pas abandonner dès le premier échec rencontré. La praxis, c'est transformer le réel à notre humble échelle, ce qui exige un effort dans la durée. Mais notre passage à l'action, notre engagement durable et concret dans le monde nous impose de rester vigilants. Comme on l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo, des nouvelles contradictions en nous vont émerger par le biais de la praxis, face aux défis du réel qui impose implacablement sa loi. Ces contradictions internes vont induire une forte tension en nous et vont alors nécessiter un retour à soi, une introspection, qui devra amener à la prise de conscience des freins qui entravent notre évolution et ce qui nous frustre, jusqu'à même à nous libérer progressivement de l'emprise de ces verrous. Et oui, on reste prisonnier de ce qu'on refuse et on se libère de ce qu'on comprend. Notre action dans le réel, la praxis, mettant en lumière de nouvelles incohérences et contradictions internes, impose donc de force un retour à soi. Comprenez bien ce point crucial. Quand on décide de mettre en œuvre un projet qui correspond à nos valeurs profondes, nos actions dans le réel agissent comme des révélateurs. Elles valident ou remettent en question nos convictions. Elles mettent en lumière des capacités insoupçonnées, mais aussi des limites et des handicaps qu'on ne voyait pas avant et qu'il va falloir comprendre, en prenant le temps de se tourner vers soi et de réfléchir à ce qui se passe. C'est notre développement, notre déploiement qui se joue ici. Voilà pourquoi sur cette chaîne, je vous encourage toujours à accomplir les projets qui vous tiennent à cœur et surtout à ne pas abandonner. Et donc, en persévérant dans l'action et en tirant des enseignements de nos succès comme de nos échecs, on découvre progressivement des aspects de nous-mêmes qui nous étaient jusque-là inconnus ou sous-estimés. Les croyances limitantes qu'on avait adoptées à notre insu peuvent aussi se révéler infondées ou inadaptées, dès lors qu'on expérimente réellement sur le terrain. De même, on peut se surprendre à développer de nouvelles compétences ou de nouvelles ressources personnelles qu'on n'aurait même pas imaginées. C'est précisément à partir de ces points de friction, de tension, enfin mis en lumière et compris, que maintenant nous savons où et comment agir dans le réel, pour amorcer un nouveau dépassement dans ce processus dialectique. Rappelez-vous, l'existence d'une contradiction interne induit une tension qui exige la remise en question et que la situation change.
Mais ce conflit interne doit être conscient et compris pour pouvoir le résoudre efficacement, pour savoir comment le résoudre. Et oui, pour se libérer d'un mal, il faut d'abord mettre le doigt dessus, pour ne pas perdre son temps ni son énergie à agir dans le vide. La résolution de ce conflit permet à la psyché et à tout système de se transformer en profondeur, d'atteindre un nouvel état plus abouti par rapport au précédent. En relevant les défis à travers la praxis, nous faisons progresser la psyché en transcendant ses limites. Chaque succès, chaque échec, chaque remise en question contribue au déploiement du potentiel de notre psyché, à notre façon d'interagir avec les autres et à notre compréhension de notre place dans la société. Cette psyché qui évolue est le résultat d'une conciliation de ces successives contradictions internes, à la lumière des expériences vécues. Il faut aussi garder à l'esprit que nos actions ne plairont pas à tout le monde. L'humilité est donc essentielle pour persévérer dans nos efforts dans ce processus. Savoir qu'une seule personne a pu bénéficier de nos actions peut suffire à les justifier. Ce dépassement de soi, modeste mais authentique, sert le bien commun. De plus, cette humilité nous empêche de stagner. En acceptant que nos actions ne soient pas universellement appréciées, nous restons ouverts aux critiques et aux ajustements nécessaires. Après chaque dépassement, notre psyché gagne en résilience et en clarté sur ses capacités, tout en devenant plus sensible au monde extérieur et aux besoins de notre entourage. Cette dynamique perpétuelle nous rend plus adaptables et ouverts à de nouvelles perspectives, nous libérant des regrets de nos aspirations non réalisées. En nous rendant utiles à la communauté, nous façonnons également notre propre identité. Nous nous construisons en servant autrui. Contribuer à une cause ou aider les autres renforce notre estime de soi et donne un sens plus profond à nos actions et à notre existence. Voilà pourquoi cette interdépendance entre l'individu et le groupe est un puissant moteur d'épanouissement pour chacun. Être utile et au service du collectif, dans la continuité de notre vécu, c'est déployer tout notre potentiel et trouver sa place dans la société. Nous nous réalisons en offrant aux autres l'expérience que nous pouvons leur apporter, par où nous sommes nous-mêmes passés. Les retours positifs illustrent l'impact réel de nos initiatives. Ils nourrissent notre estime de soi et notre sentiment de compétence. A contrario, les difficultés et les critiques, si elles sont constructives, doivent susciter une réflexion sur nos méthodes et nos intentions, nous poussant à revoir nos actions ou à développer de nouvelles compétences. Il se crée alors une succession de cycles vertueux entre l'apraxis et la connaissance de soi. Plus nous agissons en accord avec ce que nous sommes, plus nous développons un sentiment de légitimité et de fierté. Au fil du temps, ce processus se prolonge en un mouvement de renforcement mutuel. La clarté intérieure soutient une action plus lucide et audacieuse, tandis que l'expérience acquise sur le terrain enrichit cette clarté intérieure en éclairant de nouveaux conflits internes qu'il faudra résoudre. Ce lien étroit entre le développement personnel et l'implication collective souligne donc que notre identité ne se construit pas uniquement dans l'isolement, pas uniquement en séance de psychothérapie, pas uniquement dans les livres ou dans la théorie, mais aussi et surtout dans l'expérimentation et notre interaction avec le monde. Au terme de ce voyage, on constate que l'individu évolue dans un processus dialectique continu. La psyché engendre des idées et des désirs. Elle est alors le terrain de conflit interne, induisant une tension qui à son tour motive l'action, afin de résoudre ce conflit et d'atténuer cette tension. En retour, la praxis, l'expérience vécue, affine et enrichit la psyché, en mettant en lumière de nouvelles contradictions en elle. Chaque résolution de conflit, chaque dépassement nourrit ce cycle, permettant une transformation constante de l'individu sur le chemin de son déploiement. Ce processus forge à chaque cycle une psyché plus aboutie, c'est-à-dire plus sereine, plus lucide, libérée de la frustration et du poids des regrets, et de plus en plus ancrée dans un collectif. En s'engageant pour le collectif, nous déployons notre potentiel tout en donnant du sens à notre existence. Et donc, pour évoluer, l'individu ne doit pas se limiter à réfléchir et à comprendre. Il doit agir et se confronter au réel, durablement. Si le contenu de cette vidéo plus long format vous a inspiré et intéressé, je vous invite à la liker pour soutenir et diffuser mon travail.
Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être notifié de mes futurs contenus. N'hésitez pas à poster en commentaire vos questions ou vos remarques, je vous répondrai au plus vite. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette présentation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et dans une prochaine vidéo.